À la répétition du mariage de ma sœur, elle s'est moquée de mon travail et a dit que mon mari ne m'avait épousé que pour un loyer fiable. J'ai donc annulé tous les paiements que j'avais effectués. Leur maison a été saisie, son mariage s'est effondré, et ils ont finalement supplié leur sœur inutile de les aider. Salut Reddit. Ma famille me traitait comme une banque sur pattes pendant que ma sœur était couronnée enfant chéri. Un jour, j'ai finalement craqué, je les ai coupés et j'ai construit une vie sans eux. Mais, bien sûr, ils n'ont pas disparu si facilement. Alors, revenons au point de départ. Je suis Caroline Gill Scott, 31 ans. Je travaille dans la cybersécurité. Les gens entendent ça et pensent que je suis assise dans une pièce sombre à combattre des pirates. La vérité est moins excitante. Je sécurise les réseaux, je gère les tentatives de phishing et je répare les dégâts pour les entreprises qui ne savent pas comment protéger leurs données. C'est bien payé. J'aime ça. Et l'entreprise est flexible en ce qui concerne le travail à distance, même si je vais toujours au bureau quelques jours par semaine. Je suis marié à Dylan. C'est la meilleure personne que je connaisse, intelligent, calme, et la seule raison pour laquelle je n'ai pas complètement craqué. Nous n'avons pas encore d'enfants, principalement parce que nous essayons de stabiliser nos propres vies avant d'en faire entrer d'autres. Ma famille, c'est une autre histoire. Maman, Melissa, est dramatique et obsédée par la façon dont les gens la voient. Papa, Frank, évite tout ce qui demande de la responsabilité. Et puis il y a ma jeune sœur, Sam, la chouchoute, trophée de débat, faculté de droit, future avocate influente. C'est celle dont ils se vantent. Je suis celle qu'ils appellent quand les lumières s'éteignent. Tout a commencé quand j'avais 20 ans. Papa a perdu son emploi et je venais de commencer le mien. Ils avaient besoin d'aide pour l'hypothèque, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Puis c'était juste les charges. Puis juste le paiement de la voiture. 11 ans plus tard, j'avais payé à peu près tout, complément d'hypothèque, assurance, factures imprévues, réparation de la voiture de Sam, son ordinateur portable, même un cours d'été qu'elle ne pouvait pas manquer. J'ai dépensé plus de 320 000 $ pour les maintenir à flot. Ils n'ont rien remboursé. Ils ne le considèrent même plus comme de l'aide. Maman dit que je suis si fiable. Papa m'appelle stable. Sam plaisante en disant que je suis le support technique avec un portefeuille. Et il rit. Toujours ce rire stupide. Pendant ce temps, les réalisations de Sam sont traitées comme des fêtes nationales. Elle est acceptée à la faculté de droit, barbecue avec 50 personnes. J'obtiens une promotion. Maman dit, c'est bien pour toi, puis demande si je peux payer la taxe foncière. Ça a toujours été comme ça. Le mardi après-midi, maman appelle. Chérie, pourrais-tu payer la facture d'électricité? Le chèque de ton père n'a pas été encaissé. Le jeudi soir, papa appelle. La voiture fait un bruit bizarre. Peux-tu réserver une réparation? Sam m'envoie un message pendant les examens finaux. L'ordinateur portable est mort. J'en ai besoin d'un nouveau dès que possible, et je le fais à chaque fois sans réfléchir. Dylan a tout regardé. Il n'est pas méchant à ce sujet, mais il dit les choses telles qu'elles sont. Il ne respecte pas tes limites parce que tu n'en as pas, a-t-il dit un jour. Il a raison. Je déteste qu'il ait raison. Le choc de la réalité s'est produit lors d'un examen de routine. J'étais fatigué tout le temps et j'avais des maux de tête. Le médecin a pris ma tension artérielle, a froncé les sourcils et a dit « Vous êtes beaucoup trop jeune pour des chiffres comme ça ». Il a parlé de stress, d'alimentation et de sommeil. Mais la partie qui m'a marqué était « Si vous ne faites pas de changement, cela ne finira pas bien ». Sur le chemin du retour, Dylan a demandé quel changement il voulait dire. Je n'ai pas répondu. Nous savions tous les deux. Le soir même, maman a appelé, en pleurant à propos des impôts fonciers en retard. Ce n'est que 1400 $, a-t-elle dit comme si elle me demandait d'aller chercher du lait. Je l'ai payé sans hésitation. Et puis je me suis assise là à regarder la confirmation de paiement, me demandant pourquoi je ne l'avais même pas remise en question. Dylan m'a regardé et a demandé ce qui se passerait si je disais non. Je ne savais pas. Je n'avais jamais essayé. Nous en avons beaucoup parlé après cela, de tout ce que je portais, de la façon dont ce n'était pas durable. Je lui ai promis qu'une fois le mariage de Sam terminé, je trouverai une solution. Je tracerai une ligne. J'arrêterai d'être le distributeur automatique de la famille. Je le pensais quand je l'ai dit. Mais au fond,
j'avais toujours cet espoir stupide, que peut-être si je continuais à aider, il finirait par le remarquer, qu'un jour, maman dirait, nous n'aurions pas pu faire ça sans toi, que Sam admettrait, je ne serais pas là où je suis sans ton aide. Mais les gens ne remercient pas le filet de sécurité. Ils ne remarquent pas le sol sur lequel ils marchent. Ils supposent simplement qu'il sera toujours là. Et plus vous donnez, plus vous devenez invisible. J'étais sur le point de le découvrir de la manière la plus humiliante possible à la répétition du mariage de samedi. Cette nuit allait tout changer. Après ça, je ne serai plus le plan de secours. J'arrêterai d'être le filet de sécurité, et pour la première fois de ma vie, il découvrirait ce que ça fait de tomber. La nuit du dîner de répétition s'est mal déroulée avant même de commencer. Le restaurant que Sam et Derek ont choisi était l'un de ces endroits chics de niveau intermédiaire avec des pâtes trop chères et de minuscules portions, le genre où tout le monde parle trop fort pour prouver qu'ils s'amusent. Il y avait environ 60 personnes, ses amis de la faculté de droit, les copains de sa start-up, de la famille éloignée que je reconnaissais à peine. Tout le monde avait l'air excité. Tout le monde sauf moi. Dylan et moi sommes arrivés tôt, mais nos noms ne figuraient pas sur le plan de table près de l'avant. Au lieu de cela, un serveur nous a conduits tout au fond, à côté d'une porte de cuisine battante et d'une pile de chaises de rechange. Mon siège vacillait vraiment. J'ai payé la compte de la salle, la compte du traiteur, et même couvert une partie de la provision du photographe, mais apparemment, une place près du lave-vaisselle était ce à quoi j'avais droit. Les gens ont commencé à faire des discours avant le dîner. La plupart étaient du genre vous êtes parfaits ensemble. Ce qui m'a agacé, ce n'était pas ce qu'ils disaient, c'était ce qu'ils ne disaient pas. Chaque personne qui s'est levée a remercié Sam et Derek d'avoir construit leur avenir à partir de zéro. Ils ont parlé de leur indépendance et de leur travail acharné. L'un des amis de Derek a dit qu'il admirait la façon dont ils faisaient tout eux-mêmes. J'ai gardé la tête baissée. Dylan a passé sa main sous la table et m'a serré la main quand maman a pris le micro et a dit « Je ne sais pas comment ils ont réussi ce mariage. » Nous n'aurions rien pu faire sans que Caroline fasse attention aux détails, et la façon dont elle l'a dit donnait l'impression que j'étais une imprimante qui fonctionnait discrètement dans un coin, pas la femme qui a financé la moitié de la soirée. La nourriture est arrivée. Sam et Derek se sont promenés pour saluer les tables. Quand ils sont arrivés à nous, Derek m'a donné l'une de ses fausses poignées de main à un mec et a dit « Merci d'avoir rendu cette soirée possible ». Puis il a immédiatement commencé à parler au couple assis à côté de nous de sa nouvelle voiture. Sam n'a même pas dit bonjour. Après le dîner, les gens étaient déjà un peu éméchés et plus bruyants. C'est alors que Sam a décidé de faire son grand discours. Elle a fait teinter une fourchette contre son verre, et tout le monde s'est calmé. Elle a commencé par les choses habituelles, en remerciant ses amis, sa famille et Derek de croire en elle. Puis son ton a changé. Elle m'a regardé directement. « Caroline, a-t-elle dit, en souriant de cette manière condescendante qu'elle a, j'espère que tu prends des notes ce soir. Si tu avais la moitié de ma motivation, tu n'aurais pas besoin de te marier juste pour partager le loyer. » Sans vouloir offenser Dylan. Je suis honnêtement juste heureuse que quelqu'un t'aime pour ton dépôt direct fiable. La pièce a explosé. Les gens ont vraiment hurlé, en riant. Frank essuyait des larmes de ses yeux. Derek s'est plié en deux. Quelques amis de Sam ont fait teinter leur verre ensemble comme si elle avait prononcé une punchline digne d'un spectacle de stand-up. Le visage de Dylan est devenu complètement vide. Il n'a pas cligné des yeux. J'ai senti sa main se serrer autour de la mienne. Mon visage brûlait, mais je n'ai rien dit. J'ai juste regardé mon assiette à moitié vide et j'ai dit, solide, à voix basse. Personne ne m'a entendu par-dessus le rire. Ils sont passés à autre chose rapidement. Plus de discours, plus de blagues. Quelqu'un a dit que je devrais faire un toast puisque je paye la note. Je ne l'ai pas fait. J'ai passé le reste de la soirée tranquillement comme un accessoire. Quand c'était fini, Dylan n'a pas parlé jusqu'à ce que nous soyons dans la voiture. Dès que les portes se sont fermées, il s'est tourné vers moi. « Ce n'est pas normal, » a-t-il dit. « Ce n'est pas une famille. C'est un cirque. C'est fini, Caroline. Tu dois en finir. » Je n'ai pas argumenté. Pour la première fois, je n'avais rien à défendre. Cette blague n'était pas juste une blague. C'était la vérité autour de laquelle il tournait depuis des années. Il ne me voit pas comme faisant partie de la famille. Je suis un service, une commodité, une punchline avec un score de crédit. Cette nuit-là, nous avons réservé un voyage de 3 semaines.
Italie et Grèce. J'ai dit à Dylan que c'était pour ma santé, mais en réalité, c'était pour ma santé mentale. Avant de partir, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le tableur que je mettais à jour depuis des années, celui avec tous les paiements que j'avais jamais effectués pour eux. Puis je me suis mise au travail. Je me suis connecté au portail hypothécaire et j'ai annulé le paiement automatique. J'ai appelé la compagnie d'assurance et j'ai retiré la voiture de maman de ma police. J'ai fermé tous les comptes de service public à mon nom et je leur ai dit de contacter le propriétaire. J'ai parcouru mes applications bancaires et j'ai supprimé tous les virements récurrents, compléments d'hypothèque, paiement de factures, applications de trésorerie temporaire disparues. J'ai même changé les mots de passe des comptes que j'avais créés pour eux il y a des années et supprimé l'accès partagé. Il a fallu 3 heures pour défaire 11 années passées à être leur filet de sécurité. Quand j'ai fini, je me suis rassise sur ma chaise. Ma boîte de réception était pleine de reçus confirmant les annulations. Mon téléphone a vibré une fois, un message de maman me demandant si je pouvais couvrir le dernier paiement du fleuriste demain. Je l'ai ignoré. Dylan est entré dans la pièce pendant que je fermais mon ordinateur portable. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit, pour la première fois depuis longtemps. « Oui. » Le matin après le fiasco du dîner de répétition, Dylan et moi étions dans un avion avant le lever du soleil. Pas de longs adieux, pas d'explications. J'ai éteint mon téléphone avant même d'atteindre la porte d'embarquement et je l'ai gardé éteint pendant la majeure partie du voyage. Je le vérifiais tous les quelques jours juste pour m'assurer que rien n'était vraiment en feu, mais je ne répondais à personne. Le vol était long, mais il était différent de tous les autres voyages que j'avais faits. Ce n'étaient pas des vacances pour échapper au travail ou au stress. C'était la première fois de ma vie que je ne laissais pas une douzaine de responsabilités derrière moi. Pour une fois, je n'avais laissé aucune facture en paiement automatique. Je ne portais les problèmes de personne d'autre avec moi. Il n'y avait que moi, Dylan et le silence. Notre première étape était Florence. Nous avons passé les 2 premiers jours juste à marcher. Pas d'horaire, pas de précipitation. Nous avons erré dans d'étroites rues pavées, mangé des pâtes dans de minuscules cafés avec 3 tables, assis sur des bancs de parc, regardant les gens pendant des heures. Dylan me faisait remarquer de petits détails, des musiciens de rue, l'odeur du café torréfié flottant d'une boutique, et j'ai réalisé que j'étais trop stressé depuis trop longtemps pour remarquer de petites choses comme ça. Au 4e jour, ma smartwatch a montré que ma fréquence cardiaque au repos avait baissé. Je n'avais pas eu besoin de médicaments pour dormir depuis notre arrivée. J'ai écrit une note dans le petit journal de voyage que Dylan m'avait donné, j'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des années. Le 5e jour, nous étions à Santorin, à regarder l'eau depuis un patio tranquille sur le toit. C'est alors que j'ai vérifié mon téléphone pour la première fois depuis l'atterrissage. Il vibrait comme s'il était possédé. Des dizaines d'appels manqués, de messages vocaux, de SMS, de courriels, la plupart de maman. Les premiers messages étaient désinvoltes, « Salut, chérie. Je prends juste de tes nouvelles. J'espère que tu t'amuses bien. » Puis ils sont devenus anxieux, nous avons remarqué que l'hypothèque n'a pas été payée. Pourrais-tu regarder ça? Puis en colère, ce n'est pas drôle. Nous recevons des appels de la banque. Et enfin, désespéré, Caroline, tu es en train de détruire la vie de ta sœur. Le mariage est dans 3 semaines. Règle ça maintenant. Je n'ai pas répondu. J'ai fait défiler un peu plus. Il y avait aussi des courriels. Mélissa a transféré un avis de retard de paiement pour l'hypothèque. La ligne d'objet disait simplement « Règle ça ». Un de Sam, le fleuriste a annulé. Le solde était dû la semaine dernière. Ils ne conserveront pas notre date. Essaies-tu de tout gâcher? J'ai fermé l'application de messagerie et verrouillé mon téléphone. Dylan feuilletait un guide touristique à côté de moi. Il a levé les yeux et a dit « Ne pense même pas à répondre ». Je n'allais pas le faire, ai-je dit. Nous nous sommes tenus au plan. Nous avons fait une randonnée le lendemain matin le long d'un sentier surplombant la mer. Nous nous sommes arrêtés dans une boulangerie locale et avons partagé un petit déjeuner sur un mur de pierre. Nous avons pris des photos. Nous avons fait une sieste l'après-midi. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois, mais au 7e jour, les notifications avaient triplé. De nouveaux messages vocaux arrivaient maintenant par vagues de colère. Le ton de Mélissa est passé de « Nous sommes inquiets » à « Comment oses-tu » Les messages de Sam sont devenus plus froids, chacun m'accusant d'être jalouse ou mesquine.
Ceux de Franck étaient surtout des chantages affectifs. J'ai finalement décidé d'envoyer un seul message. J'ai ouvert notre discussion de groupe familial, la même où je déposais de l'argent depuis des années, et j'ai tapé « Je suis en voyage pour des raisons de santé. Je ne paie plus rien. Veuillez gérer vos propres comptes. » Je l'ai rangé et je ne l'ai plus regardé pendant des jours. Ce soir-là, Dylan a prévu un dîner tranquille sur une terrasse, rien de sophistiqué, du poisson grillé, des légumes, du pain frais, le genre de repas que nous ne semblions jamais avoir le temps de prendre à la maison parce que je m'occupais toujours des problèmes de quelqu'un d'autre. Ensuite, nous sommes retournés à l'hôtel et avons regardé les lumières du village scintiller en contrebas. Le lendemain matin, j'ai vérifié à nouveau mon téléphone. C'était le chaos. Mélissa avait envoyé 18 messages à la suite, allant de la mendicité aux menaces en passant par les pleurs. Sam avait écrit un long paragraphe sur le fait que j'étais égoïste et vindicative. Franck a envoyé un seul texto, « Tu vas le regretter ». J'ai supprimé chacun d'eux sans l'ouvrir. Le 10e jour, Dylan nous a réservé un cours de cuisine. Le 12e jour, nous avons pris un ferry pour une petite île et avons passé toute la journée à marcher le long de plages désertes. J'ai écrit une autre note dans mon journal, je n'ai pas pensé à eux une seule fois aujourd'hui. C'est devenu un petit rituel quotidien, vérifier mon pouls, vérifier la mer, écrire une phrase dans le journal. Chaque chiffre et chaque mot semblait plus sain que le précédent. Le 15e jour, Mélissa a laissé un message vocal qui commençait par des sanglots et se terminait en criant que je détruisais la famille. Le dernier message de Sam disait simplement « Ne viens pas au mariage ». Je l'ai relu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Au moment où nous avons pris l'avion pour rentrer à la maison, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus de la colère. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était quelque chose de plus calme, comme si j'avais enfin expiré après avoir retenu mon souffle pendant une décennie. Ils apprenaient à quoi ressemblait la vie sans que je répare chaque trou, et j'apprenais à quoi ressemblait la vie sans leurs problèmes accrochés à mon cou. Pour la première fois depuis des années, je me sentais bien, pas parfaite, pas heureuse, mais bien. Et c'était suffisant. Quand Dylan et moi avons atterri chez nous, je savais déjà qu'il y aurait des retombées qui m'attendaient. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est de voir à quel point une grande partie serait adressée à moi. Dès que j'ai ouvert notre boîte aux lettres, des enveloppes se sont déversées comme une mauvaise blague, des avis finaux, des alertes de paiement manqués, des factures en retard, tout avec mon nom dessus. Chaque compte que j'avais ouvert pour eux au cours de la dernière décennie était maintenant en défaut de paiement, et les entreprises n'avaient pas reçu le mémo indiquant que je m'étais retiré. La compagnie d'hypothèque, les fournisseurs de services publics, le service Internet, chacun exigeait le paiement. J'ai passé 2 heures ce soir-là à appeler chaque entreprise, en expliquant que la propriété n'était pas la mienne, que les factures n'étaient pas les miennes et que je ne les paierais plus. La plupart étaient polis, certains étaient confus. Quelques-uns ont même semblé surpris quand j'ai dit « Vous devrez contacter les propriétaires réels ». À la fin de la semaine, les retombées avaient commencé à frapper durement ma famille. La voiture de Franck a été reprise un mardi matin. Je le sais parce qu'il a laissé 12 messages vocaux à la suite. Les premiers étaient en colère, me traitant d'ingrate et d'égoïste. Le dernier était lui disant « J'ai besoin de cette voiture pour aller travailler ». Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas eu d'emploi à temps plein depuis des années. Mélissa a contracté un prêt sur salaire pour combler le fossé après le rejet de l'hypothèque. C'était sa phrase, combler le fossé, comme si elle n'avait pas dépendu de mon argent pour maintenir les lumières allumées pendant plus d'une décennie. 2 semaines plus tard, elle se plaignait à des proches que les intérêts étaient criminels et que je devrais les payer parce que c'était de ma faute. La salle de mariage de Sam a complètement annulé leur date. Le solde restant était impayé depuis trop longtemps, et quelqu'un d'autre l'a réservé. Elle a publié un statut dramatique en ligne sur des parents jaloux qui essayaient de gâcher un jour spécial. Ses amis ont inondé les commentaires de sympathie. Aucun d'eux ne savait qu'elle n'avait jamais payé cette salle en premier lieu. Le droit n'était pas seulement en train de croître, il était en train de muter. Franck m'a envoyé un texto me demandant si je serais la femme plus grande et paierais le prêt automobile pour qu'il puisse se remettre sur les rails. Mélissa m'a envoyé un tableur de leurs dépenses mensuelles mettant en évidence celles qu'elle s'attendait à ce que je recommence à gérer. Sam a envoyé un courriel directement à Dylan, même pas à moi, exigeant que nous couvrions la compte de la nouvelle salle puisque nous avions causé ce gâchis. C'était absurde. Ils n'essayaient de rien réparer. Ils essayaient de me faire réparer les choses pour eux comme toujours. Puis les choses ont commencé à franchir les limites. Un après-midi,
Mélissa s'est pointée à notre appartement sans prévenir. J'étais en réunion en visioconférence lorsque la réception de l'immeuble a appelé mon portable pour me dire qu'une femme pleurait dans le hall et demandait à être conduite jusqu'à chez moi pour me voir. J'ai mis fin à l'appel et suis descendu. Et là, elle était là, les yeux rouges, tenant une pile d'avis de retard, criant que j'abandonnais ma famille. D'autres résidents nous regardaient. Je lui ai demandé de partir. Elle a refusé. J'ai dit à la réception d'appeler la sécurité de l'immeuble pour l'escorter dehors. Ils l'ont fait. Elle a crié mon nom tout le long du chemin jusqu'au parking. Ce soir-là, j'ai envoyé un courriel à mon service des ressources humaines avec une chronologie complète des événements, chaque paiement, chaque compte annulé, chaque message qu'ils avaient envoyé. J'ai joint des captures d'écran, des reçus et des journaux d'appel. J'ai expliqué que si ma famille essayait encore quelque chose au travail, je voulais qu'il y ait une trace de ce qui se passait. Dylan était furieux quand il a entendu ce qui s'était passé. Ce n'est plus seulement une question de culpabilisation, a-t-il dit. C'est du harcèlement. Il n'avait pas tort. Le coup suivant est venu de mon avocat. Je lui avais demandé de vérifier de vieux papiers, principalement pour m'assurer que rien n'était encore à mon nom. Une semaine plus tard, il m'a appelé et m'a demandé, « Avez-vous autorisé une marge de crédit hypothécaire il y a 5 ans ?» Je ne l'avais pas fait. Il s'avère qu'environ 38 000 $ avaient été prélevés sur la maison de mes parents à mon nom. La signature n'était pas la mienne, mais elle était suffisamment proche pour passer. Ils avaient discrètement ajouté le paiement mensuel, d'environ 320 $, aux demandes d'urgence que je couvrais. Comme je leur envoyais déjà 2 000 $ et plus par mois pour l'aide au remboursement hypothécaire et les factures, je n'ai jamais remis en question le total. C'était juste mélangé au chaos. Je n'ai rien ressenti quand je l'ai appris. Pas de choc, pas de trahison, juste une sorte de clarté vide. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur familiale. C'était tout simplement un vol d'identité. Le lendemain, j'ai déposé un rapport de police et une réclamation pour fraude auprès de la banque. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de me protéger. J'avais passé trop d'années à sacrifier mon propre avenir pour eux. Je n'allais pas les laisser le détruire complètement. 2 jours plus tard, Mélissa a posté un long message sur Facebook. C'était essentiellement une campagne de dénigrement public. Selon elle, j'avais abandonné mes devoirs de fille, volé à la famille et tourné le dos quand ils avaient le plus besoin de moi. Elle a terminé avec une phrase qui m'a fait rire, « Nous l'avons élevé mieux que ça ». Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran de chaque mot et je l'ai enregistré. Des gens que je connaissais à peine ont commencé à m'envoyer des messages pour me demander si j'allais bien. Certains la croyaient, la plupart non, mais cela n'avait pas d'importance de toute façon. Ils étaient en spirale financièrement, émotionnellement, publiquement. Et au lieu de se regarder dans le miroir, ils me blâmaient pour chaque mauvaise décision qu'ils avaient jamais prise. La vérité était simple. Je ne leur avais rien fait. J'avais juste cessé de faire des choses pour eux. Et pour les gens qui avaient bâti toute leur vie autour de mon aide, cela ressemblait à une trahison. La situation empirait de jour en jour. Mais je n'en avais plus peur. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui me noyais. C'était eux. Et je n'allais pas sauter à l'eau pour les sauver. Quand l'automne est arrivé, la situation était plus que mauvaise pour eux. Elle s'effondrait. Chaque appel qu'ils avaient ignoré, chaque facture qu'ils avaient mise de côté, chaque décision que j'avais laissée arranger auparavant, leur tombait maintenant dessus d'un seul coup. Et cette fois, je ne me mettais pas en travers de leur chemin. Le premier coup est venu de la banque. L'hypothèque n'avait pas été payée depuis des mois, et l'enquête pour fraude que j'avais lancée concernant le prêt falsifié avançait rapidement. Ils ont gelé le compte et envoyé un avis de saisie. Cette fois, ce n'était pas un avertissement. C'était une demande finale, payez ou perdez la maison. Mélissa m'a appelé 34 fois en un après-midi. Je n'ai répondu à aucun appel. Elle a laissé des messages vocaux passant des cris aux sanglots, « Tu vas vraiment nous laisser perdre notre maison. C'est là que tu as grandi. » L'un d'eux s'est terminé par « Comment peux-tu faire ça à ta famille ?» La cote de crédit de Franck a tellement chuté que même sa carte prépayée a été signalée. Il a essayé de demander un prêt personnel et s'est vu refuser instantanément. Puis il m'a envoyé un message, « J'espère que tu es contente. Tu as détruit ma réputation financière. » Je l'ai lu 2 fois et je l'ai supprimé. L'ironie était trop forte. Ils avaient passé des années à détruire la mienne.
J'étais toujours en train de réparer des comptes qu'ils avaient ruinés il y a longtemps, de vieilles lignes de crédit, des cartes consignées oubliées, des factures conjointes dans lesquelles j'avais été piégé. J'avais l'impression de nettoyer après un ouragan que je n'avais pas provoqué. La crise de Mélissa n'était plus seulement privée. Elle a publié un long message de 900 mots sur Facebook, m'accusant de trahir les personnes qui m'avaient fait. Elle a affirmé que je leur avais volé en appelant la banque et en les forçant à s'endetter. Elle a écrit qu'une bonne fille se serait manifestée. En quelques heures, des proches à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans m'insultaient dans les commentaires. Mais alors, quelque chose d'intéressant s'est produit. Des personnes extérieures à la famille, des voisins, des collègues, même quelques amis de Mélissa, ont commencé à la dénoncer. Un commentaire d'un voisin s'est démarqué, « Vous voulez dire la fille qui paie vos factures depuis plus de 10 ans ? Il est peut-être temps d'apprendre à payer les vôtres. » Il a obtenu plus de mentions j'aime que son message original. Puis Derek a annulé le mariage. Sam s'est présenté à ma porte 3 jours plus tard, du mascara coulant sur son visage et tremblant de colère. Elle n'a pas frappé. Elle a juste commencé à crier dès que Dylan a ouvert la porte. « Tu as ruiné ma vie », a-t-elle crié. Il dit qu'il ne peut pas se marier dans une famille aussi instable. Il dit que j'aurais dû te dire d'arrêter avant que tu ne détruises tout. Dylan n'a pas dit un mot. Il l'a juste regardée, puis a lentement refermé la porte sur elle. Pas de cris, pas de dispute, juste du silence. J'ai entendu les pas de Sam s'éloigner en trombe une seconde plus tard. Une semaine plus tard, Mélissa a essayé sa vieille tactique, la culpabilité. Elle a appelé depuis un nouveau numéro après que j'ai bloqué l'ancien. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais je l'ai écouté une fois. « Nous sommes toujours ta famille », a-t-elle dit, sa voix tremblant. « Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes du même sang. » Cela devrait signifier quelque chose. C'était le cas avant. C'était vraiment le cas, mais ce n'est plus le cas. Je l'ai rappelé et j'ai dit, la famille ne falsifie pas les signatures. Les criminels le font. Puis j'ai raccroché. Cette phrase a dû toucher un point sensible parce que la prochaine action a été plus laide. Mélissa a commencé à se montrer au travail de Dylan. La première fois, elle attendait près de sa voiture. La deuxième fois, elle a essayé de se faire entrer dans le bâtiment en prétendant être une cliente. La troisième fois, elle l'a suivi jusqu'au parking, lui criant de faire entendre raison à sa femme. C'en était trop. Dylan m'a appelé depuis la cage d'escalier, secoué et en colère. J'ai quitté le travail plus tôt et je l'ai rejoint là-bas. Et le lendemain, j'ai demandé une ordonnance restrictive. Elle a été accordée en quelques semaines. Mélissa n'était plus autorisée à s'approcher à moins de 60 mètres de nous deux ou de nos bureaux. J'ai envoyé les documents par la poste, accompagnés d'une brève note, action, conséquences. À partir de là, tout s'est emballé. La maison a été officiellement saisie par la banque et mise aux enchères. Frank et Mélissa ont dû déménager dans un petit logement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. Ils ont vendu des meubles, annulé leur abonnement au câble et publié des photos tristes en ligne sur la réduction de la taille de leur maison. Je les ai tous ignorés. Sam a dû abandonner complètement ses études de droit. Sans mon soutien financier, elle n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité et les dépenses de subsistance en même temps. Elle a emménagé dans un petit appartement avec une colocataire et a commencé à travailler à 2 emplois, l'un dans une clinique juridique et l'autre à temps partiel dans un café local. Elle m'a envoyé un courriel une fois pour me dire que je lui avais tout pris. Je n'ai pas répondu. La vérité, c'est que je n'avais rien pris. J'avais juste arrêté de donner. Il y a une différence. Et le plus drôle, ils n'arrivaient toujours pas à admettre qu'ils s'étaient fait ça à eux-mêmes. Mélissa disait à qui voulait l'entendre que je les punissais. Frank a dit à un cousin que je leur en voulais. Sam a dit à ses amis que j'avais perdu la tête. Ils racontaient tous l'histoire comme si j'étais une méchante qui avait appuyé sur un interrupteur un jour. Aucun d'eux n'a mentionné les 11 années où je les ai portés à bout de bras. Aucun d'eux n'a mentionné le prêt falsifié. Aucun d'eux n'a mentionné les innombrables fois où ils ont ri pendant que je payais pour leur confort. L'effondrement n'a pas été spectaculaire. Il n'a pas été rapide. Il a été lent et bruyant, comme regarder un bâtiment s'écrouler étage par étage. Chaque mensonge, chaque excuse, chaque acte de droit acquis s'est abattu sur eux. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'envie de les rattraper. Je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas senti en colère. Je n'ai rien ressenti.
Et c'était le meilleur sentiment de tous. Environ 7 mois se sont écoulés avant que je réalise à quel point ma vie était devenue plus calme. Pas d'appel soudain, pas de texto frénétique, pas de message « Pouvez-vous nous aider » à 2 heures du matin. Le silence qui me semblait étrange autrefois me semblait maintenant être la paix. Mélissa et Franck étaient toujours là, mais pas comme avant. Des nouvelles me sont parvenues par quelques parents, des personnes qui étaient restées neutres pendant les retombées. Ils avaient déménagé dans un petit logement de 2 chambres à la périphérie de la ville, loin de la grande maison dont ils se vantaient autrefois. La peinture s'écaillait, le chauffe-eau était ancien et les voisins mettaient la musique trop fort. Mélissa détestait ça. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'ils avaient été chassés par leur fille ingrate. D'après ce que j'ai entendu, Franck ne travaillait plus. Il a essayé de faire des petits boulots, mais rien n'a collé. Mélissa avait accepté un poste à temps partiel dans une épicerie et, selon une collègue qui m'a envoyé un message, elle passait la plupart de ses quarts de travail à se plaindre aux clients de mon égoïsme. Je m'en fichais. Laissez-la parler. Ce n'était plus mon problème. Sam n'allait pas beaucoup mieux. Le mariage étant annulé et Derek parti, elle avait emménagé dans un petit appartement avec une colocataire qu'elle connaissait à peine. Elle travaillait de longues heures dans une clinique juridique et faisait des quarts de travail de fin de semaine dans un café juste pour joindre les 2 bouts. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quelle autre jeune femme d'une vingtaine d'années qui essayait de s'en sortir. Mais je savais à quel point c'était un choc pour elle. Elle n'avait jamais eu à penser aux factures, au loyer ou à la budgétisation auparavant. Pour la première fois de sa vie, elle apprenait ce que signifiait la responsabilité. Et moi, je construisais une vie qui était enfin la mienne. La première chose que j'ai faite a été de rembourser toutes mes dettes personnelles. Les cartes de crédit, les factures médicales persistantes, un prêt étudiant résiduel que je remboursais petit à petit, tout était parti. J'ai fermé des comptes que j'avais ouverts il y a des années pour les urgences familiales et j'ai mis fin à tous les liens financiers conjoints qui m'avaient un jour lié à eux. J'avais l'impression de couper des chaînes invisibles une par une. 1 mois plus tard, j'ai été promu. Mon entreprise laissait entendre cela depuis un certain temps, mais maintenant j'avais réellement l'espace mental nécessaire pour me concentrer sur mon travail sans que les drames familiaux constants ne détournent mon attention. J'étais plus pointue, plus créative, plus précieuse. Je suis devenu la personne de référence pour les incidents majeurs de cybersécurité. Et cela s'est accompagné d'une augmentation de salaire importante et d'une équipe qui m'était propre. Grâce aux revenus supplémentaires et à l'argent libéré, Dylan et moi avons enfin acheté notre propre appartement, un petit condo avec un balcon donnant sur une rue calme. Ce n'était pas chic, mais c'était à nous. Personne d'autre n'avait de clé. Personne d'autre n'avait de droit dessus. J'ai ouvert un véritable compte d'épargne, un régime de retraite et même un fonds de voyage futur pour des vacances que nous voulions réellement prendre, et non des escapades anti-stress dont nous avions besoin pour survivre. Nos week-ends ont également changé. Au lieu de nous précipiter pour régler le problème de quelqu'un d'autre, j'ai recommencé à peindre, ce que je n'avais pas fait depuis l'université. Dylan et moi avons organisé des soirées de jeux de société avec des amis, ce que nous n'avions jamais eu le temps de faire auparavant. Nous faisions de longues promenades le soir et essayions de nouveaux restaurants sans nous soucier de savoir si nous pouvions nous permettre d'aider quelqu'un d'autre en premier. La vie était simple, pas ennuyeuse, juste stable. Un soir, en rangeant de vieux papiers, je suis tombé sur un dossier contenant tous les documents financiers que j'avais conservés pour ma famille, chaque paiement, chaque facture, chaque transfert. Je l'ai regardé longuement avant de tout déchiqueter. Je n'avais plus besoin de porter cette histoire. C'était terminé. Quelques mois plus tard, j'ai pris une décision discrète. J'ai fait un don de $15 000 à un organisme sans but lucratif qui offre un soutien juridique et financier aux personnes confrontées à des abus financiers liés à la famille. Je n'ai pas joint mon nom. Je n'en ai même pas parlé à Dylan avant des mois plus tard. Le courriel de confirmation est resté dans mes archives comme un petit rappel du chemin parcouru. Ma santé a été la prochaine chose à changer. Lors de mon prochain rendez-vous chez le médecin, ma tension artérielle était presque parfaite. Les maux de tête avaient disparu. Je dormais toute la nuit sans me réveiller paniqué à cause des paiements en retard ou des appels d'urgence. Le médecin a souri et a dit, quoi que vous fassiez, continuez. Je ne lui ai pas dit la raison, que j'avais passé plus d'une décennie à vivre sous le poids des autres et que, pour la première fois, ce n'était plus le cas. Mais je savais que le meilleur n'était pas la promotion, ni le nouvel appartement, ni les week-ends tranquilles. C'étaient les petits moments ordinaires qui me disaient que je vivais enfin ma propre vie.
Comme les matins où Dylan et moi prenions le petit déjeuner sur le balcon avant d'aller au travail. Ou les après-midi où nous nous promenions dans un parc sans que mon téléphone ne vibre. Ou les nuits où je vérifiais mes comptes et voyais que chaque dollar était à moi, qu'il n'était pas lié au désastre de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, je ne survivais plus. Je vivais. Et une fois qu'on y a goûté, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ils étaient là-bas, toujours en train de raconter leur histoire, toujours en train de me blâmer pour leur chute. Mais cela n'avait pas d'importance car chaque jour qui passait, leurs opinions comptaient moins. Et ma vie s'améliorait. Au fond, je pense qu'ils commençaient à se rendre compte de quelque chose aussi, que je ne reviendrais pas les sauver. Pas maintenant. Jamais. 2 années se sont écoulées avant que je ne revoie aucun d'entre eux. 2 années calmes, stables, incroyablement normales. C'était assez de temps pour que ma vie se remodèle complètement, nouvel appartement, nouvelle promotion, mariage plus fort, finances stables, paix. Je n'avais pas parlé à Mélissa, Franck ou Sam pendant tout ce temps, à part quelques potins occasionnels qui me parvenaient par des parents éloignés. C'étaient pratiquement des fantômes, et j'aimais ça comme ça. Puis, un jeudi après-midi au hasard, quelqu'un a sonné à la porte. Dylan était dans la cuisine en train de terminer un appel de travail, alors je suis allé ouvrir. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai su qui c'était. Sam était là, et elle ne ressemblait en rien à la version d'elle-même dont je me souvenais. Ses cheveux n'étaient pas lavés et tirés en un chignon désordonné. Il y avait des cernes sous ses yeux. Ses vêtements étaient froissés et donnaient l'impression qu'elle avait dormi dedans. La sœur confiante et soignée qui se pavanait autrefois, disant à tout le monde qu'elle était destinée à de grandes choses, avait disparu. Puis-je entrer ? A-t-elle demandé d'une petite voix. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Bien sûr. Elle est entrée lentement, comme si elle n'était pas sûre d'y être autorisée. Dylan a jeté un coup d'œil depuis la cuisine mais n'a rien dit. Sam s'est assise sur le bord du canapé, serrant un dossier comme si c'était une bouée de sauvetage. Pendant quelques secondes, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a dit, je ne sais pas où aller d'autre. Je me suis assise en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe ? Tout s'effondre, a-t-elle dit, sa voix craquant. Je suis en retard sur mon loyer. Mes prêts étudiants sont un gâchis. J'ai dû vendre ma voiture pour payer les frais médicaux de maman. Papa n'a pas travaillé depuis près d'1 an. Maman est malade, Caroline. Elle ne va pas bien. Nous nous noyons. Voilà, la supplique. La même que j'avais entendue une centaine de fois auparavant, sauf que cette fois, elle sonnait moins comme un droit et plus comme un désespoir. Je ne réalisais pas tout ce que tu faisais, a-t-elle dit d'une voix plus basse maintenant. Je ne le réalisais vraiment pas. Je pensais que tu aidais juste. Je ne comprenais pas tout ce que tu portais jusqu'à ce que je doive le faire moi-même. J'ai hoché la tête lentement. Je vous ai dit ce dont j'avais besoin. Aucun d'entre vous n'a écouté. Je sais, a-t-elle dit rapidement. J'étais horrible. J'ai ri de toi alors que j'aurais dû te défendre. J'ai participé aux blagues. Je n'ai pas dit merci une seule fois. Je sais tout ça. Je suis désolé. Cela ne sonnait pas faux. Cela ne sonnait pas comme de la manipulation, mais j'avais passé trop d'années à entendre désolé suivi d'une autre demande. J'apprécie les excuses, ai-je dit. Vraiment, mais je ne paie rien. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Caroline, je ne demande pas grand-chose. Juste assez pour me remettre sur pied. Quelques milliers, s'il te plaît. Je n'essaie plus de profiter de toi. J'ai secoué la tête. Je vous l'ai dit il y a 2 ans. J'ai fini d'être le filet de sécurité. Cela n'a pas changé. Elle a réessayé. Maman est malade. Papa ne sait pas quoi faire. Ils sont terrifiés. S'il te plaît. Je suis désolé qu'elle soit malade, ai-je dit doucement. Je le suis vraiment. Mais vous avez des options. Il existe des programmes d'État, des conseils financiers, une aide juridique. J'ai pris un pense-bête et j'ai noté un numéro pour un organisme sans but lucratif qui aide les gens à restructurer leurs dettes et à accéder à des ressources. Je l'ai fait glisser sur la table basse. C'est le mieux que je puisse faire. Son visage s'est décomposé. C'est tout ? C'est tout. Les larmes ont coulé dans ses yeux, mais elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas disputée. Elle a juste regardé le pense-bête comme si c'était une langue étrangère.
Je pensais que tu avais peut-être changé d'avis, a-t-elle chuchoté. Oui, ai-je dit. J'ai changé d'avis quant au fait de sacrifier ma vie pour des personnes qui ne se sont jamais souciées de ce que cela me coûtait. Elle a essuyé ses yeux et s'est levée lentement. Je ne t'en veux pas, a-t-elle dit. Tu as eu raison de t'en aller. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée vers moi. J'espère qu'un jour, nous pourrons arranger ça. Peut-être, ai-je dit, mais pas avec de l'argent. Et puis elle est partie. Pas d'adieu dramatique, pas de culpabilisation de dernière minute, juste des pas discrets dans le couloir et le bruit des portes de l'ascenseur qui se fermaient. Je suis resté là pendant 1 minute après son départ, regardant l'espace vide où elle se tenait. Dylan s'est approché et a posé sa tête sur mon épaule. Ça va, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Mieux que je ne l'ai jamais été. Nous avons préparé du thé et nous sommes assis sur le balcon alors que le soleil commençait à se coucher. La ville bourdonnait en dessous de nous, les voitures qui klaxonnaient, les gens qui riaient, la vie qui continuait. J'ai regardé le ciel et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières années. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas en colère. Je ne ressentais rien qui s'approche de la culpabilité. Ce que je ressentais était quelque chose de plus simple, la liberté. Ils m'avaient traité d'égoïste pour être parti. Ils m'avaient traité de cruel pour les avoir coupés. Ils avaient dit que j'avais détruit la famille. Mais rien de tout cela n'était vrai. Je n'avais rien détruit. Je n'avais pas ruiné leur vie. J'avais juste cessé de faire comme si la mienne n'avait pas d'importance.